dois sans doute mon goût pour l'architecture industrielle déjà à ma formation. Je suis architecte et ingénieur. Et j'étais toujours passionné par la manière dont l'acte de conception du bâti ou de la ville est un travail qui allie plusieurs savoir-faire, plusieurs disciplines, et l'architecture industrielle en est un bel exemple. Cette architecture très tournée vers une fonctionnalité très cernée, et qui, par ailleurs, peut être du coup l'objet de création d'espaces assez extraordinaires, où finalement le sensible rejoint l'intellectuel sur la manière de concevoir et de percevoir les lieux. Je co-dirige avec Jean-Marie Dutilleul une structure qui s'appelle AREP, qui est à la fois une agence d'architecture et un bureau d'études. Toute la réflexion sur le Grand Paris qui a été menée ces dernières années, notamment depuis 2008, on voit bien qu'il ne s'agit pas de passer à une croissance importante quand on regarde les projections de la population parisienne ou du Grand Paris à l'horizon de 15-20 ans. La croissance est très faible. En revanche, on voit qu'il faut réinvestir des lieux, qu'il faut refaire de la ville sur la ville. Et là, effectivement, le patrimoine industriel au sens le plus large peut jouer un rôle clé, à la fois le patrimoine industriel au sens de l'industrie, la production, l'activité, je parlais tout à l'heure des usines Pohar, mais aussi, je pense à un patrimoine industriel très particulier qui est celui des infrastructures, où on peut parler de patrimoine industriel quand on regarde la manière dont des réseaux ont irrigué, ont fait la ville pour le meilleur et pour le pire au XXe siècle. Je dis pour le meilleur et pour le pire parce qu'on sait qu'à la fois ces réseaux, cette mobilité mécanisée a permis l'expansion urbaine comme jamais dans les siècles précédents ça n'avait eu lieu, et en même temps qu'elle a conduit à tout ce qu'on connaît aujourd'hui de dérèglement urbain, d'éclatement urbain, ce grand paradoxe de la ville contemporaine où les infrastructures faites pour relier en fait séparent et fragmentent la ville. Et on voit qu'aujourd'hui, une manière de refaire la ville sur la ville, c'est de repenser l'espace de la mobilité urbaine. Et donc faire en sorte que ces lieux de la mobilité urbaine, qui étaient des lieux hors sol, détachés de la continuité de l'espace public qui fait la ville, qui fait la tradition de la ville, qui fait ces lieux où piéton, je rencontre l'autre, qui fait donc la richesse de la ville, et bien cette transformation de ces lieux du déplacement, du transport, sont des leviers essentiels pour créer une ville durable, une ville humaine, une ville habitable aujourd'hui. On peut rester fidèle à l'esprit et même à la vocation d'un lieu malgré ces changements d'usage. C'est, j'allais dire, l'école des architectes contextualistes. On sait tous que dans nos confrères contemporains, il y a une école, une écriture, une école de pensée autour de la manière dont on aborde le contexte. Et je pense que, très clairement, je souhaite m'inscrire dans ce mouvement. Non pas le contexte simplement par l'observation très locale des formes, des matières, mais de manière plus large par la compréhension de la manière dont une intervention contemporaine va écrire une nouvelle page de la vie d'un site. Dans l'agence, il y a une expression que l'on déteste au plus haut point, c'est l'intégration. C'est-à-dire un bâtiment, une infrastructure ne s'intègre pas. Il écrit une nouvelle page de la vie d'un site. Il le transforme. Mais il faut assumer cette transformation dans la cohérence avec tout ce qui a été vécu auparavant. Et c'est là
que cette notion de contexte, y compris historique, et de compréhension des étapes de transformation d'un site est essentielle pour apporter une juste réponse